Imaginez que vous payez chaque mois une facture pour quelque chose qu'un homme nommé Nikola Tesla avait déjà découvert comment vous offrir gratuitement. Non pas à bas prix ou subventionné, mais véritablement gratuit. Une énergie puisée directement de la Terre, transmise sans fil et accessible simultanément à chaque être humain sur la planète. Il l'a démontré, il l'a prouvé. Les lois de la physique le permettaient. Puis, une famille a décidé que l'énergie gratuite représentait la plus grande menace jamais vue pour sa fortune. En moins d'une décennie, Tesla était ruiné, son laboratoire en cendres, et le système qu'il avait imaginé fut doté d'un compteur. Un compteur qui n'a jamais cessé de tourner depuis. Ceci n'est pas une théorie du complot, mais une histoire économique. Les noms sont réels, les documents sont authentiques, l'argent est palpable. Et d'ici la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement comment le réseau électrique américain n'a pas été conçu pour vous servir, mais pour vous facturer. Bienvenue sur Écho du temps, où nous allons lever le voile sur l'un des plus grands coups économiques de l'histoire moderne. Restez avec nous, car une révélation inattendue sur la véritable nature de notre approvisionnement énergétique vous attend. Pour comprendre ce qui a été perdu, il faut d'abord saisir ce qui existait avant ce coup de force économique. Dans les années 1880, l'électricité n'était pas une commodité ordinaire, mais une merveille. La première centrale électrique des États-Unis, la Pearl Street Station de Thomas Edison dans le Lower Manhattan, a ouvert ses portes en septembre 1882. Elle desservait alors 59 clients sur une superficie d'environ 2,6 km². Pour y être raccordé, il fallait être physiquement connecté par un câble de cuivre enfoui sous la rue. Le modèle d'Edison était, à tous égards, celui d'une compagnie de lampes à gaz, mais avec un meilleur combustible. Vous payez l'électricité de la même manière que vous payez le charbon ou le kérosène. Vous la consommiez, elle était mesurée et vous receviez une facture. Le concept du compteur était intégré dès le premier jour. Edison était un inventeur brillant, mais aussi un homme d'affaires soucieux de satisfaire ses investisseurs et de protéger son modèle de revenus. De l'autre côté de l'Atlantique, un jeune mathématicien et physicien serbe nommé Nikola Tesla abordait le même problème sous un angle radicalement différent. Tesla ne pensait pas à la manière de vendre l'électricité, mais à ce qu'elle était réellement. Il avait déjà développé le courant alternatif, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de courant CA, le système qui alimente le monde moderne. Il avait réalisé cette avancée alors qu'il travaillait pour Edison, qu'il avait complètement rejeté. Edison préférait le courant continu, CC, car il avait déjà bâti toute son entreprise autour de cette technologie. Le conflit entre eux est devenu célèbre sous le nom de guerre des courants, l'un des litiges commerciaux les plus importants de l'histoire américaine. Tesla quitta l'emploi d'Edison et trouva finalement un soutien en la personne de George Westinghouse, un industriel de Pittsburgh qui comprit que le courant alternatif pouvait transmettre l'énergie sur des distances bien plus grandes que le courant continu. Le partenariat Westinghouse-Tesla remporta le contrat pour électrifier l'exposition universelle de Chicago en 1893. Plus de 100 000 ampoules illuminèrent la foire grâce au courant CA et le public fut captivé. L'année suivante, Westinghouse et Tesla construisirent la première grande centrale hydroélectrique aux chutes du Niagara, transmettant l'électricité sur environ 42 km jusqu'à la ville de Buffalo, New York. Ce fut le plus grand projet électrique de l'histoire humaine jusqu'à ce moment-là. Le courant CA gagna la guerre des courants, et le modèle CC d'Edison était commercialement obsolète en moins d'une décennie. Mais Tesla n'avait pas dit son dernier mot, loin de là. Car pendant que tout le monde célébrait la transmission d'électricité par câble, Tesla travaillait en privé sur quelque chose qui rendait les câbles totalement inutiles. En 1899, Tesla s'installa à Colorado Springs et y construisit un laboratoire sans précédent. L'installation était équipée d'un émetteur amplificateur colossal, une énorme bobine résonante capable de produire des décharges électriques d'une puissance extraordinaire.
Les éclairs artificiels générés par Tesla à Colorado Springs étaient si grands et si bruyants qu'ils pouvaient être vus d'environ 16 km et entendus de 2 fois cette distance, soit 32 km. Ce que Tesla cherchait à faire à Colorado Springs, puis plus tard à la tour de Wardenclyffe à Long Island, était de transmettre l'énergie électrique sans fil à travers la Terre elle-même. Sa théorie, que les physiciens modernes acceptent largement comme étant fondamentalement solide, postulait que la Terre fonctionnait comme un conducteur géant. Si l'on pouvait l'exciter à la bonne fréquence de résonance, il serait possible d'en extraire de l'énergie en tout point de la surface de la planète avec un récepteur correctement syntonisé à cette fréquence. Les implications étaient stupéfiantes. Si Tesla avait raison, et ses expériences à Colorado Springs le suggéraient fortement, alors chaque être humain sur Terre pourrait accéder à l'énergie électrique avec rien de plus qu'un appareil récepteur correctement réglé. Pas de lignes électriques, pas de centrales, pas d'infrastructure de facturation, pas de compteur, juste de l'électricité gratuite. Non, pas gratuite dans le sens subventionné par un programme gouvernemental. Gratuite dans le sens où l'énergie existe déjà dans la Terre et l'atmosphère, et la seule chose nécessaire est le savoir pour y accéder. Tesla trouva un mécène pour la tour de Wardenclyffe, en la personne de J.P. Morgan, le financier le plus puissant de l'histoire américaine. Morgan avait déjà consolidé l'acier, les chemins de fer et la banque. Il contrôlait des entreprises qui généraient des centaines de millions de dollars par an. Il accepta de financer le projet de Tesla à Long Island à hauteur de 150 000 $, une somme énorme en 1901. Mais Morgan fit une hypothèse critique en signant ce chèque. Il supposait que Tesla construisait un système de télégraphie et de téléphonie sans fil, un concurrent de la technologie radio de Marconi. C'était un modèle commercial que Morgan comprenait. On facture la transmission, on contrôle l'infrastructure, on perçoit les frais. Ce que Tesla construisait était tout autre chose. Et lorsque Morgan comprit de quoi il s'agissait, le projet fut abandonné. L'histoire souvent racontée est que Morgan retira son financement parce que Marconi battit Tesla dans la première transmission radio transatlantique en décembre 1901, rendant les ambitions de Tesla en matière de communication sans fil commercialement redondantes. Cette histoire est techniquement exacte, mais fondamentalement incomplète. La version plus complète des événements exige de comprendre qui était réellement J.P. Morgan et ce qu'il contrôlait. En 1901, J.P. Morgan avait organisé et financé la création de General Electric. Non pas fondée, mais organisée par lui. Morgan avait regroupé les diverses compagnies électriques d'Edison avec la Thomson Houston Electric Company et créé General Electric en 1892 spécifiquement pour dominer l'industrie électrique aux États-Unis. Morgan détenait des intérêts financiers importants dans General Electric. L'ensemble du modèle commercial de General Electric était fondé sur la vente d'équipements électriques et, plus important encore, sur les services publics d'électricité qui achetaient ces équipements et facturaient l'énergie aux consommateurs. La chaîne commerciale fonctionnait ainsi. Les banques de Morgan finançaient la construction de centrales électriques. Ces centrales achetaient des turbines, des générateurs et des appareillages de commutation à General Electric, dans laquelle Morgan détenait des intérêts financiers. Les centrales vendaient ensuite l'électricité aux consommateurs via un système de facturation mesuré, générant des flux de revenus perpétuels qui sécurisaient les prêts que les banques de Morgan avaient émis pour construire les centrales en premier lieu. C'était une boucle fermée d'extraction. Morgan finançait la construction, ses intérêts industriels fournissaient l'équipement et son réseau financier collectait les rendements du système de facturation qui ne cessait jamais de fonctionner. L'électricité gratuite ne menaçait pas seulement une partie de cette chaîne, elle détruisait l'intégralité du modèle. Si l'électricité était librement disponible depuis la Terre elle-même, il n'y avait pas besoin de centrales électriques, pas besoin du financement de Morgan pour en construire une, pas besoin de l'équipement de General Electric pour l'équiper, pas besoin d'une compagnie de service public pour distribuer l'énergie et absolument pas besoin d'un compteur pour mesurer ce qui avait été consommé. L'histoire selon laquelle Morgan aurait simplement perdu son intérêt parce que Marconi battit Tesla est une version des faits soigneusement édulcorée. La perspective la plus juste
est que Morgan perdit tout intérêt précisément lorsqu'il comprit ce que Tesla construisait réellement. Dans un échange célèbre que Tesla lui-même a raconté, Morgan lui demanda directement « Si le système fonctionne, où est-ce que je mets le compteur? » Tesla n'aurait eu aucune bonne réponse, car il n'y en avait pas. C'était là tout l'intérêt. Sans compteur, pas de revenus. Sans revenus, pas de retour sur investissement. Sans retour sur investissement, JP Morgan n'était pas intéressé. Morgan retira son financement en 1903 et sans capital, la tour de Wardenclyffe resta inachevée. Tesla passa des années à chercher des financements alternatifs, sans succès. En 1917, la tour fut démolie et vendue à la ferraille pour payer les dettes de Tesla. Tesla mourut dans une chambre d'hôtel à New York en janvier 1943, seul et presque sans le sou, avec environ 3 000 $ à son nom. L'homme qui avait littéralement inventé le système qui alimente le monde moderne termina sa vie sans assez d'argent pour maintenir les lumières allumées dans sa propre chambre. Pendant que le rêve de Tesla s'écroulait, l'infrastructure électrique des États-Unis était construite sur un ensemble de principes totalement différents. Et la clé pour comprendre ces principes n'est pas seulement la technologie impliquée, mais l'architecture juridique et financière qui l'entourait. La période allant d'environ 1895 à 1920 fut l'ère de la consolidation des services publics en Amérique. Des dizaines de compagnies électriques indépendantes et locales, apparues dans les villes du pays, furent absorbées, fusionnées et intégrées à de plus grandes sociétés holdings. La force motrice de cette consolidation n'était pas l'efficacité, ni un meilleur service, mais le contrôle. Le mécanisme était la holding de services publics. Une holding ne génère ni ne distribue réellement de l'énergie. Elle possède les actions des entreprises qui le font. Les holdings étaient largement non réglementés car la Commission du commerce inter-États et les commissions des services publics des États réglementaient les entreprises d'exploitation réelles et non les structures financières qui les surplombaient. Cela créa une brèche par laquelle d'énormes quantités de manipulations financières purent s'écouler en toute légalité. Samuel Insull fut l'homme qui incarna le plus clairement cette ère. Insull avait commencé comme secrétaire personnel de Thomas Edison dans les années 1880 et était devenu le chef de Commonwealth Edison à Chicago. C'était un génie de l'organisation industrielle et sous sa direction, Chicago construisit l'un des systèmes électriques les plus efficaces du monde. Mais l'ambition d'Insull ne s'arrêta pas à Chicago. Tout au long des années 1910 et 1920, Insull construisit une pyramide de holdings qui finit par contrôler des services publics d'électricité desservant 5000 communautés dans 32 États. À son apogée, l'empire Insull représentait 2,7 milliards de dollars d'actifs, contrôlait l'énergie pour 1 Américain sur 8 et était structuré de telle manière qu'Insull lui-même contrôlait toute la pyramide avec un investissement personnel relativement modeste, car chaque couche de holding utilisait la dette et l'effet de levier pour contrôler la couche inférieure. La pyramide était conçue pour être extractive. Les holdings facturaient aux services publics d'exploitation des services de gestion, de financement, d'approvisionnement en équipement pour toutes les fonctions imaginables. Ces charges remontaient à travers la structure, générant des bénéfices pour la holding et ses investisseurs, quelle que soit l'efficacité réelle des services publics. Les consommateurs payaient pour tout cela, car les commissions de services publics, censées réglementer les tarifs, n'avaient aucune visibilité sur les structures des holdings situées au-dessus des entreprises d'exploitation qu'elles supervisaient réellement. Cette situation n'était pas propre à Insull. Electric Bond and Share Company, une création de General Electric, contrôlait des services publics dans 33 États à la fin des années 1920. Middle West Utilities, North American Company, Columbia Gas and Electric. Toutes ces pyramides de holdings extrayaient des frais des services publics d'exploitation,
qui étaient ensuite extraits des consommateurs qui n'avaient d'autre choix que de payer. Vous ne choisissiez pas votre compagnie d'électricité en 1920, ni en 1950. Dans la majeure partie de l'Amérique, vous ne pouvez toujours pas la choisir aujourd'hui. La doctrine du monopole naturel, qui servait à justifier la régulation des services publics et que les services publics eux-mêmes sollicitaient souvent, garantissait à chaque compagnie des droits territoriaux exclusifs dans sa zone de service. Aucune concurrence n'était permise, aucun fournisseur alternatif ne pouvait entrer sur le marché. Vous payez le tarif fixé, et ce tarif était établi par une commission, souvent composée d'anciens dirigeants de l'industrie des services publics, et qui approuvait régulièrement des tarifs garantissant aux compagnies un retour sur investissement confortable. Le réseau n'a pas été construit pour vous servir. Il a été conçu pour être l'infrastructure à travers laquelle vous seriez facturé en permanence. En 1929, le marché boursier s'effondra et les systèmes pyramidaux de holding qui dominaient les services publics américains commencèrent à s'écrouler. L'empire de Samuel Insull fut la victime la plus spectaculaire. Alors que la dépression s'aggravait et que les revenus d'exploitation chutaient, la structure de holding endettée ne put se maintenir. En avril 1932, Middle West Utilities, le sommet de la pyramide d'Insull, déclara faillite. En quelques mois, tout l'édifice s'effondra. Plus de 600 000 investisseurs perdirent de l'argent. Les fonds de pension et les comptes d'épargne s'évaporèrent. Les pertes furent estimées à 750 millions de dollars, une somme inconcevable en 1932. Insull s'enfuit en Europe et fut finalement extradé de Turquie. Il fut jugé pour de multiples chefs d'accusation de fraude et de détournement de fonds, et fut acquitté en grande partie parce que les mécanismes spécifiques d'extraction des holdings n'étaient pas techniquement illégaux selon la loi existante. Insull est mort en 1938 dans une station de métro parisienne avec 20 $ en poche. L'effondrement d'Insull devint la justification politique centrale du Public Utility Holding Company Act de 1935, l'une des réformes emblématiques du New Deal. Cette loi exigeait l'enregistrement des holdings de services publics et donnait le pouvoir à la Securities and Exchange Commission de démanteler les pyramides de holding qui ne servaient aucun but économique légitime. Au cours des 2 décennies suivantes, la SEC força la dissolution de dizaines de structures de holding et l'industrie des services publics fut réorganisée autour de monopoles réglementés, plus directement responsables devant la supervision étatique. On raconte souvent cette histoire comme celle du gouvernement intervenant pour protéger les consommateurs des abus des entreprises. Et il y a une part de vérité dans ce récit. Mais l'autre facette de l'histoire est que la structure de monopole réglementé issue de la loi de 1935 était elle-même une garantie pour les compagnies de services publics survivantes. En échange de l'acceptation de la régulation de leurs tarifs, elles recevaient des territoires de services permanents, légalement protégés par un monopole, des retours garantis sur leurs investissements et un processus de fixation des tarifs qui leur permettait de recouvrer tous leurs coûts, plus une marge bénéficiaire définie, auprès de consommateurs captifs. La régulation n'a pas mis fin à l'extraction, elle l'a institutionnalisée. Elle l'a rendue ordonnée, elle l'a encadrée d'un processus bureaucratique et a appelé ce processus « protection ». Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, et dans des archives qui recevaient très peu d'attention publique, des chercheurs commençaient à reconstituer ce qui avait été exactement perdu lorsque la tour de Wardenclyffe avait été démolie. Nikola Tesla a déposé plus de 300 brevets au cours de sa vie. La majorité d'entre eux, en particulier les brevets fondamentaux du système de bobine CA, furent finalement achetés par Westinghouse. Après la mort de Tesla, ses papiers et les matériaux restants furent saisis par l'Office of Alien Property, une mesure de sécurité en temps de guerre, au motif que Tesla détenait la citoyenneté yougoslave. Les papiers furent finalement remis au musée Tesla de Belgrade,
mais non sans avoir été examiné par des responsables militaires et des services de renseignement américains. Ce que les brevets ont révélé et ce que les chercheurs ont confirmé au cours des décennies suivantes, c'est que le concept de transmission d'énergie sans fil de Tesla n'était pas de la pseudo-science. Les principes qu'il a articulés dans des brevets déposés entre 1897 et 1902 décrivaient ce que les ingénieurs modernes appellent la transmission par résonance terrestre, en utilisant la résonance de Schumann de la cavité Terre-ionosphère comme milieu porteur. La résonance de Schumann, formellement identifiée par le physicien allemand Winfried Otto Schumann en 1952, 9 ans après la mort de Tesla, a confirmé que la Terre et son ionosphère forment bel et bien une cavité résonante capable de propager des ondes électromagnétiques autour de la planète. Tesla avait pressenti ce principe à partir de ses observations expérimentales à Colorado Springs, plus d'un demi-siècle avant que Schumann ne le décrive mathématiquement. La question de savoir si Wardenclyffe, une fois achevé, aurait fonctionné exactement comme Tesla l'affirmait, reste véritablement débattue parmi les ingénieurs et les physiciens. Les pertes d'efficacité sur de longues distances, la question du réglage sélectif pour empêcher un accès universel plutôt qu'un accès mesuré, l'ampleur de l'infrastructure de réception requise, sont autant de défis d'ingénierie réels que Tesla aurait pu ou non résoudre. Certains chercheurs estiment qu'il aurait eu besoin de plusieurs décennies de développement supplémentaires. D'autres pensent que l'approche fondamentale était viable et que les problèmes d'ingénierie étaient solubles. Ce qui n'est pas contesté, c'est ceci. La décision d'arrêter le projet a été prise pour des raisons financières et non scientifiques. Wardenclyffe n'a pas été abandonnée parce que la physique de Tesla s'est avérée fausse. Elle a été abandonnée parce qu'aucun modèle de revenu n'y était associé. La physique n'a jamais été entièrement testée à grande échelle. L'expérience a été interrompue avant que les résultats ne soient connus. Le choix de ne jamais savoir était lui-même un choix. Et ce choix a été fait par des personnes qui gagnaient déjà des sommes extraordinaires grâce à l'alternative. C'est ici que l'histoire prend une tournure contemporaine. Le ménage américain moyen paie aujourd'hui environ 1 500 $ par an pour l'électricité, soit 125 $ par mois. Multiplié par 130 millions de foyers américains, le marché de l'électricité résidentielle à lui seul génère environ 195 milliards de dollars de revenus annuels. En ajoutant les clients commerciaux et industriels, le marché total de l'électricité américain dépasse 450 milliards de dollars par an. Cet argent transite par un système dont l'architecture fondamentale a été conçue dans les années 1880, dont la protection monopolistique a été institutionnalisée dans les années 1930 et dont la relation avec les consommateurs a moins changé que presque toute autre industrie majeure au cours du siècle dernier. Vous ne pouvez pas négocier avec votre fournisseur d'électricité. Vous ne pouvez pas choisir un concurrent. Vous ne pouvez pas vous désengager, sauf en produisant votre propre énergie, ce qui jusqu'à très récemment exigeait un investissement capital accessible uniquement aux ménages relativement aisés et aux petites entreprises. Le système n'est pas structuré ainsi parce que c'est le moyen le plus efficace de fournir de l'électricité. Il est structuré ainsi parce que c'est le moyen le plus efficace de garantir des revenus permanents, garantis et captifs. Les expériences de déréglementation des années 1990 et 2000, censées introduire la concurrence et faire baisser les prix, ont largement échoué ou se sont même retournées contre elles. La crise de la déréglementation en Californie en 2000 et 2001, au cours de laquelle Enron et d'autres traders en énergie ont manipulé les marchés de gros de l'électricité pour créer des pénuries artificielles et faire monter les prix à des niveaux extraordinaires, entraînant des coupures de courant tournantes dans tout l'État et la faillite de Pacific Gas and Electric. Enron reste la démonstration la plus frappante de ce qui se produit lorsque l'on introduit la dynamique du marché
dans une infrastructure conçue comme un système captif. La manipulation était légale selon les règles telles qu'elles étaient écrites. Les dirigeants d'Enron ont fait ce que tout acteur rationnel sur ce marché aurait fait: exploiter tous les mécanismes disponibles pour maximiser les profits. Le système le permettait. La leçon que l'establishment politique et réglementaire américain a tirée de cette crise n'était pas que l'architecture sous-jacente de la fourniture de services publics monopolistiques captifs devait être repensée. La leçon était que la déréglementation avait été mal mise en œuvre. Le modèle de monopole réglementé a été discrètement restauré, plus ou moins sous sa forme pré-déréglementation, dans la majeure partie du pays. Le compteur a continué de tourner. Les noms de JP Morgan et Samuel Insull sont familiers à quiconque a étudié l'histoire économique américaine. Mais l'histoire de ceux qui contrôlent réellement l'infrastructure aujourd'hui exige de se pencher sur un autre ensemble de noms. La consolidation de l'industrie des services publics au cours des 3 dernières décennies a produit un nombre plus restreint de holdings, beaucoup plus grandes qu'à l'époque d'Insull. Des entreprises comme NextEra Energy, Duke Energy, Dominion Energy, Southern Company et American Electric Power contrôlent collectivement l'infrastructure électrique desservant des centaines de millions d'Américains. Ces entreprises sont cotées en bourse, mais la cotation en bourse ne signifie pas une propriété diffuse. Les 3 plus grands actionnaires institutionnels de pratiquement toutes les grandes entreprises de services publics américaines sont Vanguard Group, BlackRock et State Street Corporation. Ensemble, ces 3 sociétés de gestion d'actifs détiennent, pour le compte de leurs investisseurs, des positions dominantes dans pratiquement tous les grands services publics du pays. Elles détiennent également des positions dominantes chez les fabricants d'équipements qui fournissent ces services publics, les entreprises de carburant qui fournissent ces fabricants d'équipements, et les institutions financières qui prêtent à toutes ces entités. La circularité d'intérêts qui caractérisait la relation de JP Morgan avec l'industrie électrique naissante n'a pas disparu. Elle est devenue plus abstraite, plus diffuse et plus aseptisée juridiquement. Mais la structure sous-jacente, dans laquelle les entités qui financent l'infrastructure bénéficient également des revenus continus qu'elles génèrent et détiennent également des positions dans les entreprises qui fournissent cette infrastructure, reste essentiellement intacte. Ceci n'est pas un complot. Cela ne nécessite pas de réunion secrète ou de coordination explicite. C'est simplement le résultat naturel de la concentration du capital dans un système conçu autour de revenus permanents et captifs. Lorsque les mêmes fonds de capital possèdent tout dans une boucle fermée, les intérêts de ces fonds sont servis par la continuation de cette boucle, quelles que soient les alternatives théoriquement disponibles. Le système de Tesla, dans la mesure où il aurait fonctionné, aurait brisé cette boucle. C'était sa caractéristique fondamentale. La transmission d'énergie sans fil à partir de la Terre elle-même n'a pas de coût de carburant. Elle n'a pas de coût d'infrastructure de transmission. Elle n'a pas de coût de facturation. Le seul coût est la construction initiale de l'infrastructure de réception. Et une fois construite, cette infrastructure sert ses utilisateurs indéfiniment, sans paiement continu. Ce n'est pas seulement un inconvénient pour le système existant, c'est une incompatibilité existentielle avec celui-ci. Tesla est le cas le plus célèbre, mais il n'est pas le seul. Edwin Howard Armstrong a inventé la radio FM, techniquement supérieure à la radio AM à presque tous égards significatifs. Armstrong a passé des années à se battre contre RCA qui contrôlait l'infrastructure de diffusion AM dans un litige de brevet qu'il a finalement ruiné financièrement. Il est mort par suicide en 1954 et RCA a versé un règlement à sa veuve qui ne représentait qu'une fraction de la valeur de ses brevets. La radio FM a été étouffée pendant des décennies car son adoption généralisée aurait rendu l'investissement de RCA dans l'infrastructure AM commercialement obsolète.
Stanley Meyer a affirmé dans les années 1990 avoir développé une pile à combustible à eau qui pouvait séparer l'hydrogène de l'eau en utilisant beaucoup moins d'énergie que l'électrolyse conventionnelle, faisant ainsi fonctionner un moteur à l'eau. Il est mort subitement en 1998, après avoir, selon des sources, dit à des associés lors d'un dîner qu'il avait été empoisonné. Sa technologie n'a jamais été répliquée de manière indépendante avec les rendements qu'il prétendait. Qu'il ait été un fraudeur, un véritable innovateur dont les affirmations étaient légèrement en avance sur ses résultats réels, ou quelque chose de tout à fait différent, reste non résolu. Ce qui est clair, c'est que sa mort a mis fin à l'enquête avant qu'elle ne puisse être conclue. Andrea Rossi a passé les 15 dernières années à affirmer avoir développé un appareil qu'il appelle LeCat, qui produirait de l'énergie par un processus de réaction nucléaire à basse énergie. La physique conventionnelle rejette ces affirmations comme invraisemblables. Des tests indépendants ont produit des résultats contradictoires. Il a été impliqué dans d'importants litiges. L'appareil n'a jamais été commercialisé à grande échelle. Que Rossi soit un visionnaire, un fraudeur ou un expérimentateur authentique dont les résultats ne sont tout simplement pas ce qu'il pense qu'ils sont, le schéma de son histoire suit un arc familier. Affirmation d'énergie non conventionnelle, rejet par l'establishment scientifique, démêlés juridiques, échec commercial. C'est le schéma lui-même qui compte, et non chaque cas individuel. Les cas individuels peuvent chacun être expliqués isolément. Celui-ci était une fraude, la physique de celui-là était fausse, l'autre est mort de cause naturelle. Chaque histoire examinée seule a une explication conventionnelle plausible. Mais examinée ensemble, comme un schéma sur plus d'un siècle, elles décrivent autre chose. Elles décrivent un système structurellement hostile au développement de toute technologie qui rendrait l'infrastructure de facturation existante obsolète. Non pas à cause d'un complot, mais parce que l'infrastructure existante détient un pouvoir financier et politique énorme. Et le pouvoir financier et politique est naturellement déployé pour sa propre défense. Ce phénomène n'est pas unique à l'énergie. C'est ainsi que fonctionne l'hégémonie industrielle dans chaque secteur. Les entreprises pharmaceutiques ont résisté aux alternatives génériques bon marché. Les opérateurs de télécommunications établis ont combattu le haut débit municipal. Les constructeurs automobiles établis ont lutté contre le droit de vendre directement des véhicules électriques aux consommateurs. Le schéma est le même. Les mécanismes spécifiques varient. La logique sous-jacente est constante. Dans le domaine de l'énergie, les enjeux sont simplement plus élevés, car l'énergie n'est pas une préférence de consommateur, ce n'est pas un luxe. C'est le fondement de toute autre forme d'activité productive. Quiconque contrôle l'accès à l'énergie contrôle, à un niveau fondamental, le coût de tout le reste. L'énergie solaire et le stockage par batterie sont les premières technologies de l'histoire américaine à avoir véritablement menacé de briser le modèle de service public captif. Une installation solaire sur votre toit génère de l'énergie à partir de la lumière du soleil, qui est réellement gratuite, et la stocke dans des batteries pour une utilisation lorsque le soleil ne brille pas. Si le système est correctement dimensionné et que les batteries sont adéquates, vous pouvez atteindre une véritable indépendance énergétique. L'industrie des services publics a combattu cette technologie à tous les niveaux. En Floride, la compagnie d'électricité a dépensé des millions de dollars pour faire échouer une initiative de vote en 2016 qui aurait élargi l'accès des consommateurs à l'énergie solaire, principalement en finançant une contre-mesure trompeuse qui se présentait comme une initiative pro-solaire tout en limitant en réalité l'accès au solaire. La tromperie a finalement été démasquée et largement rapportée, mais l'initiative originale a tout de même été vaincue. Dans les États du pays, les entreprises de services publics ont réussi à faire pression sur les commissions de services publics des États pour réduire ou éliminer le net metering, le système par lequel les propriétaires qui génèrent un surplus d'énergie solaire peuvent le revendre au réseau à des tarifs qui rendent l'économie de l'installation solaire viable. Lorsque les tarifs de net metering sont réduits, la période de récupération de l'investissement solaire s'allonge considérablement,
rendant l'économie marginale pour la plupart des ménages. L'argument des services publics est que les clients solaires sur les toits profitent gratuitement de l'infrastructure du réseau que les clients non solaires paient pour entretenir. Il y a une once de validité dans cet argument, mais il y a une bien plus grande part d'intérêt financier personnel derrière. Tesla, la société de véhicules électriques, n'a rien de formellement lié à Nikola Tesla au-delà du nom, mais le parallèle est instructif. L'entreprise a passé des années à lutter contre les lois de franchise d'État qui interdisaient la vente directe de véhicules aux consommateurs, des lois qui avaient été rédigées et défendues par les concessionnaires automobiles. Ces lois n'avaient rien à voir avec la sécurité des consommateurs ou l'efficacité du marché. Elles existaient pour protéger le modèle de revenus des concessionnaires automobiles. Lorsqu'une nouvelle technologie menace un modèle de revenus existant, ce modèle de revenus existant riposte en utilisant les outils juridiques et politiques à sa disposition. C'est la réalité permanente de l'économie des infrastructures. Le compteur a été installé sur l'électricité dans les années 1880 parce qu'il y avait de l'argent à gagner en la mesurant. Ce compteur a été défendu légalement, politiquement, financièrement et institutionnellement depuis lors. La tour de Wardenclyffe a été démolie en 1917, non pas parce que l'électricité gratuite était physiquement impossible, mais parce que l'électricité gratuite était économiquement gênante pour les personnes qui gagnaient déjà de l'argent avec l'électricité mesurée. Que la vision spécifique de Tesla aurait fonctionné exactement comme il l'a décrite, nous ne le saurons jamais. L'expérience a été interrompue avant de pouvoir être menée à bien, et les personnes qui l'ont arrêtée avaient, selon toute analyse raisonnable, une motivation financière significative pour le faire. Voici ce que nous savons. Un homme nommé Nikola Tesla a passé la dernière décennie du 19e siècle et la première décennie du 20e siècle à développer un système de transmission d'énergie électrique sans fil qui, selon ses dires et les résultats de ses expériences, aurait rendu l'énergie électrique librement accessible à chaque être humain sur Terre. Il n'était pas un charlatan, il n'était pas un excentrique. Il était l'inventeur dont les brevets fondamentaux sous-tendent chaque système électrique à courant alternatif sur la planète. Son financement a été retiré par le financier le plus puissant de l'histoire américaine, au moment précis où il est devenu clair que la technologie qu'il développait ne pouvait pas être monétisée par un modèle de facturation conventionnel. Au cours des décennies suivantes, le réseau électrique américain a été construit non pas comme une infrastructure publique au sens propre, mais comme un système privé, légalement protégé et capturé par la réglementation, destiné à générer des rendements garantis auprès de consommateurs captifs qui n'avaient aucune possibilité de choisir des alternatives. Ce système extrait actuellement plus de 450 milliards de dollars par an des entreprises et des foyers américains. Et une part significative de cette extraction s'écoule vers les mêmes pools de capitaux concentrés qui détiennent des positions dans pratiquement tous les autres grands actifs d'infrastructure du pays. La révolution solaire et du stockage par batterie est la première véritable menace technologique pour ce modèle en plus d'un siècle. Elle est combattue avec exactement les outils auxquels on s'attendrait: le lobbying, la capture réglementaire, la manipulation des mesures électorales et le déploiement patient du capital pour s'assurer que les alternatives restent marginalement plus chères que les acteurs établis, du moins assez longtemps pour que ces derniers s'adaptent ou rachètent les challengers. Le compteur que JP Morgan a mis sur l'électricité tourne toujours. Il tourne depuis plus de 140 ans, et la facture qu'il génère mois après mois, foyer après foyer, remonte à travers un système conçu dans les années 1880 par des gens qui avaient compris quelque chose de très clair. L'énergie gratuite n'est pas un problème scientifique, c'est une menace économique. Et les menaces économiques ne sont pas résolues par la physique. Elles sont résolues par des avocats et des lobbyistes, des législatures achetées et l'application patiente et impitoyable du pouvoir financier à la défense des intérêts financiers. Les lumières sont allumées, le compteur tourne, la facture est en route. Et quelque part dans les archives d'une tour démolie à Long Island, le fantôme d'un monde différent attend toujours d'être construit.